Le handicap chez un bébé, quelle que soit sa gravité repérée lors de la grossesse ou à la naissance, provoque chez les parents un séisme psychologique et social. Dans une société où se forge une haute idée de la normalité que nous appliquons à nos enfants et associons souvent à la notion de bonheur. En réponse à cette détresse, le corps médical propose aux parents, avant la naissance, une interruption médicale de grossesse ou après la naissance, une remise de leur bébé à l'adoption. Papa, je suis dans le train. Je suis avec Philippe et Jean-Baptiste qui sont là. Que D'accord. choisir et a-t-on toujours le Au choix? revoir. Quelle est l'influence du formatage social? Comment une mère et un père, selon leur histoire personnelle, peuvent-ils être amenés à prendre une décision aussi inimaginable, la plus grave de toute leur vie de parents? Violaine est atteinte de trisomie 21. Ça vous dérange? Aujourd'hui, âgée de 20 ans, elle a été remise à l'adoption à sa naissance par ses parents biologiques, puis adoptée à 2 mois par un couple vivant en Normandie. La trisomie 21 affecte une conception sur 750, mais avec le développement du dépistage in utero et de l'interruption médicale de grossesse, 2 bébés sur 3 souffrant de cette anomalie chromosomique ne voient pas le jour. À partir de quand parle-t-on d'un handicap tel qu'il permette néanmoins que la vie vaille la peine d'être vécue? Parce que si on globalise tout, on a quand même des handicaps qui sont des monstruosités, n'est-ce pas? Et où on imagine mal quand même soutenir des parents pour avoir un enfant qui ait des malformations, qui arrive à la difformité, à la monstruosité. Il y a des limites. Et la norme, c'est aussi l'idéal, au sens technique. Quand on dit être conforme aux normes, c'est-à-dire qu'on a fixé un idéal auquel on doit se conformer. Or, il y a là une tension, sinon une contradiction. Est-ce que la norme, c'est une moyenne statistique, auquel cas, être normal, bon, c'est être semblable au plus grand nombre? Ou bien, est-ce que la norme, c'est un idéal qu'on doit atteindre, auquel cas, seuls quelques-uns, seule une toute petite minorité, atteint cet idéal. Et je crains que la société dans laquelle nous vivons s'engage dans une intolérance croissante vis-à-vis de tous les états physiques de l'homme qui s'écarteraient de la norme. C'est-à-dire, évidemment, même si tout le monde ne courra pas le 100 mètres en moins de 10 secondes, celui qui ne peut pas du tout courir, eh bien, n'a plus de place. Tout le monde, évidemment, n'a pas la beauté d'un acteur de cinéma américain, mais celui qui s'écarte le plus de cette image, celui-là, n'a plus de place dans le paysage social. Il y a là, en quelque sorte, une normativité, une normalité qui est sécrétée par la société elle-même et par les intérêts économiques et par les forces politiques et sociales, sans qu'on puisse dire que ces normes sont imposées d'en haut. En formation à Paris à mi-temps, Violaine se réjouit de retrouver ses parents, Franz et Christiane. Elle est la plus jeune d'une fratrie de 6 enfants, tous adoptés. On se fait une idée de cet enfant, est-ce qu'il peut être heureux? Et on se fait une idée. On dit, mais puisqu'il sera handicapé, il ne sera pas heureux, parce que tous les parents veulent que leurs enfants soient heureux. C'est pas parce que les enfants ont une difficulté quelconque qu'ils sont moins heureux. C'est différent, il faut prendre la vie autrement. Il y a des souffrances à assumer qui sont quelquefois énormes. Violaine travaille comme lingère 2 jours par semaine dans un foyer où résident des personnes lourdement handicapées. Un enfant trisomique, c'est une maison qui est construite avec des matériaux qui ont tous un petit défaut. Et donc, la maison tient, et elle est tout à fait habitable, mais il faut faire attention à l'entretien de tas de choses. À l'atelier. Bon appétit. Merci Violaine. Je passe, c'est bon.
Moi, c'est ce que je découvre de plus en plus avec Violaine, c'est le mot accompagnement. Parce que, d'ailleurs, instinctivement, comme beaucoup d'enfants trisomiques, d'ailleurs, on se promène avec elle, elle vous donne la main. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'elle veut se débrouiller toute seule, mais elle veut qu'on soit là aussi. Et je crois que ça sera toujours comme ça. Et je suis très fière de mon boulot. Ah, il faut rigoler, hein. Ces enfants, surtout les enfants trisomiques, qui ont quand même quelque chose d'un peu particulier, ce sont des miroirs. Ils nous montrent en très gros ce que nous sommes tous, à un degré quelconque. Et c'est ça qu'on a du mal à supporter. On est tous dépendants les uns des autres. Nous tous, même si on est très très intelligents et très très doués et très très beaux et très très... Vous voyez, ça, moi, c'est une question que je trouve de plus en plus vraie, si vous voulez. Et même les personnes trisomiques souhaitent leur indépendance. Mais je pense que c'est exactement comme nous. On ne rêve que de notre indépendance, hein, mais on a nos limites. Et nos limites, c'est la nécessité d'un lien avec les autres. Ça, c'est Renard. Moi, je pense que Violaine, elle a ses rêves. Elle a ses rêves qui prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Elle rêve d'avoir un amoureux, elle rêve de se marier, elle rêve d'avoir des belles robes et de danser. Ça, ces rêves prennent beaucoup, beaucoup de place. Et malheureusement, notre rôle au quotidien est de réduire un petit peu la part de rêve quand même. Et c'est ça qui est difficile parce qu'on ne veut pas lui couper les ailes de ses rêves. Et puis en même temps, bon, il y a la vie. Ces rêves l'aident à progresser. Et par exemple, pour l'autonomie dans le transport, c'est parce qu'elle voulait être indépendante qu'elle a réussi à être autonome. Au départ, les premiers enfants que nous avons adoptés étaient de couleur. Donc ça fait déjà une différence. On a rencontré des familles qui avaient des enfants trisomiques et que ça nous a beaucoup touchés. Et ça n'a certainement pas été indifférent à notre parcours. On n'aurait peut-être pas adopté Violaine comme premier enfant, parce qu'on n'était pas prêt, on n'avait pas fait le cheminement. Le cheminement, c'est petit à petit. Ouais. Hein? Tout est arrivé par surprise. Alors ici, c'est des machines. Là, ce sont des gros. Devant les grosses machines, il y a des chariots. Ici... L'avenir de Violaine, mais alors il n'y a rien d'écrit. Qui sont froissés. On ne voit pas l'avenir de Violaine. Je crois que c'est la première chose à dire. Hein? On va le découvrir petit à petit avec elle. Hein? Mais j'ai confiance. Je ne sais pas où cela va nous mener. Je ne sais pas encore ce qu'elle va faire, parce qu'il me semble d'abord qu'elle a 20 ans, mais on nous l'avait déjà dit, la maturité d'un enfant trisomique n'est pas forcément à 20 ans, elle est peut-être à 22, 23, 24 ans, et il faut avancer encore un petit peu. Violaine a besoin d'une famille, elle a besoin d'un travail, parce qu'il faut, bien sûr, on peut avoir une indemnité, mais il faut essayer de gagner sa vie suivant ses possibilités. Mais elle a besoin aussi d'un accompagnement. Elle, c'est plutôt vers la musique, la danse, des loisirs qui soient organisés, et puis aussi un accompagnement spirituel. Les personnes, les enfants, enfin, qui ont une trisomie 21 ont quelque chose. C'est un très grave handicap sur le plan mental, mais ils ont quelque chose en plus. Je ne sais pas quoi, je n'ai pas encore réussi à définir, mais quelque chose qui touche le cœur des gens. Les gens qui connaissent disent oh, « Pourquoi est-ce qu'elle nous touche comme ça ?» C'est une espèce de vérité, d'authenticité, et ça, peut-être qu'on ne le dit pas assez, je ne sais pas. Alors là, est-ce qu'on a un couple hors norme? Non, ça c'est une question pas. Toujours... Est-ce qu'il y a une norme? Non, d'abord, il n'y a pas de norme. Est-ce qu'il y a une norme? Non. On a un couple ordinaire, mais seulement ce qui s'est passé, c'est que les événements sont arrivés. C'est comme celui qui a été...
Puis on a appris les événements comme ils arrivaient. Et on a toujours été bien aidés par nos amis et nos familles. C'est ça le point important. Alors c'est vrai que dans une société qui juge les individus en fonction du travail qu'ils sont capables de fournir, le vieillard et le handicapé sont terriblement défavorisés. Parce que ce sont ces deux-là qui ne peuvent pas fournir en effet un travail qui soit socialement utile dans un domaine ultra concurrentiel, puisqu'aujourd'hui c'est la concurrence au niveau mondial. Lorsque l'on interroge les Européens sur la question du handicap, 5% se considèrent comme handicapés. 6 Européens sur 10 connaissent dans leur entourage une personne présentant un handicap. Une grande majorité des Européens se sentent à l'aise en présence d'handicapés et l'ensemble de l'opinion publique pense qu'il faut leur assurer une meilleure intégration sociale. L'association Personne Image à Paris permet à des adultes handicapés de progresser dans des domaines artistiques. Quelle vie lui donne-t-on ou de quelle vie le prive-t-on? Est-ce que c'est un enfant qui va vivre privé de vie humaine, vivre pour vivre, ou est-ce que c'est un enfant qui, vivant dans des conditions de handicap, même important, va pouvoir avoir une vie humaine, c'est-à-dire une vie où il puisse avoir des satisfactions, des joies, un déroulement émotionnel humain. Le handicap peut être considéré du point de vue strictement médical ou bien d'un point de vue beaucoup plus large et beaucoup plus vague, qui est un point de vue social. Le fait même d'ailleurs de parler de handicap et de handicapés prouve qu'on ne peut pas s'empêcher de mettre dans une même catégorie des individus et des cas qui peuvent être incroyablement différents les uns des autres, c'est-à-dire à la limite dont on peut se demander s'ils ont un autre rapport que celui que nous leur donnons, c'est-à-dire le fait qu'en gros, ils ne sont pas normaux. Lors du suivi de la grossesse à la maternité, les parents accordent toute leur confiance à la médecine pour donner naissance à un enfant idéalisé. À l'annonce du handicap, quelle représentation intime se font-ils de la déficience de leur futur enfant? La loi française a le droit de s'appliquer tant qu'il n'est pas vivant. Et la définition de la vie, c'est le souffle de vie. Et donc, un couple peut demander une interruption médicale de grossesse à partir du moment où on fait un diagnostic, soit d'une maladie incurable au moment du diagnostic, soit d'une maladie d'une particulière gravité. Et là, qu'est-ce que c'est qu'une particulière gravité? C'est une particulière gravité. J'ai pas de réponse, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de grille, il n'y a pas de 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. Il y a des gens qui disent mais on interrompt à 2 doigts, on interrompt à une main, on interrompt à 2 mains. Non, il n'y a pas de grille, heureusement qu'il n'y a pas de grille. 8 grossesses sur 1000 naissances sont médicalement interrompues à la demande des parents. Ce chiffre tend à augmenter compte tenu du fait que le dépistage prénatal se systématise et que les femmes ont des enfants de plus en plus tard, ce qui peut accroître le risque de concevoir un bébé porteur de malformations ou d'anomalies chromosomiques. Cécile et Bruno sont parents de 6 enfants. Cécile se souvient des jours qui ont suivi l'annonce du handicap de leur bébé lors de sa 5e grossesse. On s'est demandé pourquoi ça nous tombait dessus à nous, parce qu'on imagine toujours le meilleur pour nous-mêmes, et on trouvait ça profondément injuste. On ne s'était jamais posé la question de ce que c'était que la trisomie 21. Et la décision que nous avons prise, c'est nous qui l'avons prise, mon mari et moi. C'est pas le médecin. Le médecin a posé un diagnostic. Un comité d'experts s'est réuni pour valider la possibilité d'une interruption de grossesse